Nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Diego Barrieras. Le docteur Barrieras est urologue au CHU Sainte-Justine et au CHUM depuis plus de 20 ans. Il est surspécialisé en urologie pédiatrique, ayant fait sa formation à l'Université de Montréal et à l'Université de Toronto. Il a un grand intérêt pour les reconstructions de l'arbre urinaire et les vessies neurologiques, l'urologie de la transition et la transplantation rénale. En plus de son rôle de professeur à l'Université de Montréal, il a publié et présenté avec ses collaborateurs plus d'une soixantaine de travaux scientifiques. Le docteur Barrieras nous parlera aujourd'hui d'urologie de transition en spina bifida et de la gestion de la constipation. Et les objectifs de sa présentation sont les suivants. Connaître les enjeux du suivi des vessies neurogènes à l'âge adulte, réaliser les risques à court et long terme sur la fonction rénale, connaître les problèmes liés à l'élimination des selles, se familiariser avec la physiopathologie des problèmes d'élimination des selles, connaître les approches thérapeutiques pharmacologiques de l'élimination des selles. Docteur Barrieras, la parole est à vous. Ça me fait plaisir de présenter à tout le monde euh, sur l'urologie de transition. C'est un sujet dans lequel je me suis impliqué depuis longtemps. Au moment où j'ai commencé à faire de l'urologie de transition à Montréal, au Québec, il n'y avait pas vraiment de plateforme où on transitait les patients de leur monde pédiatrique vers le monde adulte. Et bien souvent, même si ça existe un peu encore, les patients se retrouvaient entre deux eaux et parfois avec des longues périodes sans suivi, sans prise en charge. C'était vrai pour les patients avec spina bifida, mais aussi avec plein d'autres malformations congénitales urologiques qui sont celles de ma spécialité. Je vais vous parler de ça, puis en mettant un peu d'emphase sur la constipation. Vous allez voir, je ne suis pas un gastro-entérologue ni un chirurgien général, mais en urologie, on a à gérer les problèmes d'élimination des urines et des selles. La physiopathologie se ressemble et la prise en charge, c'est souvent les urologues qui s'occupent des vessies neurologiques qui ont aussi un intérêt pour au moins une bonne partie des troubles d'élimination liés aux vessies neurologiques. Puis après ça, on fait appel à des surspécialistes à l'occasion lorsque tous les traitements de base ont un peu, on a épuisé nos ressources. Les objectifs vous ont été présentés il y a un instant, ça fait que je vais passer vite. Conflit d'intérêt, comme c'est la norme de nos jours, je suis chercheur principal pour Allergan, puis mes collaborateurs aussi. Donc, ce sont mes choses. Ici, je vous ai mis une photo de l'hôpital Sainte-Justine. Certains d'entre vous le connaissent probablement avec son agrandissement récent. C'est devenu un des plus grands centres mère-enfant en Amérique, puis on en est bien fiers. Et puis, en parallèle, le CHUM, qui est encore plus neuf que Sainte-Justine, qui est un des plus grands hôpitaux en Amérique du Nord également. Puis c'est de Sainte-Justine au CHUM que transitent beaucoup de nos patients et où on les suit. Bon, dans cette page-ci, c'était pour vous illustrer, mais il y a de nombreux papiers scientifiques et documents qui touchent à la transition en urologie. Et c'est vrai dans d'autres spécialités aussi. C'est un sujet qui était peu abordé autrefois, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus connu avec ces enjeux qu'on va aborder un petit peu dans les prochaines diapositives. Qu'est-ce que c'est la transition? En fait, c'est transiter du monde pédiatrique au monde adulte. En fait, ça se définit un peu comme étant la capacité d'une personne à prendre charge de lui-même, de sa santé, en ayant un rôle décisionnel qui est central et le plus indépendant possible des parents et d'une structure pédiatrique. Évidemment, comme toutes les définitions, tout le monde ne tombe pas dans la définition et toutes les situations ne sont pas couvertes. Mais l'essentiel, l'idée ici, c'est de dire
on avait un enfant qui a été pris en charge depuis la naissance pour la plupart des patients avec des anomalies du tube neural. Puis toute leur vie d'enfant, ils ont été pris en charge par une équipe médicale multidisciplinaire qui, avec les parents, prenait l'essentiel des décisions et entourait l'enfant avec le plus de précautions qu'on prend comme toujours. Puis là, il faut rendre cette personne-là complètement différente, puis lui donner le pouvoir décisionnel sur sa santé, sur ce qu'elle veut, la rendre indépendante. Puis c'est pas toujours facile quand on a toujours été un peu dépendant de toute une structure, de devenir indépendant. Puis c'est pas seulement pour le patient que ça l'est, parfois c'est pour les équipes de réussir à faire cette transition-là, puis à donner une charge plus grande aux patients. Juste en dessous, je vous ai mis une définition un petit peu différente qui est tirée des documents américains de l'American Academy of Pediatrics puis des médecins de famille, puis qui dit un petit peu les mêmes choses que je viens de vous parler. Fait que, c'est un problème, la transition de l'âge pédiatrique vers le monde adulte, c'est un problème de longue date. C'est entre autres lié à l'amélioration des soins. Hein. Il ne faut pas se leurrer, dans les années 60-70, les patients qui avaient des anomalies du tube neural, surtout les patients avec les pathologies les plus sévères, puis avec les plus grands handicaps physiques et urinaires et intestinaux, ben, ils avaient une espérance de vie qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui en 2022. Donc, c'était un problème qui n'était pas si important parce que malheureusement, beaucoup de patients n'avaient pas une longue vie, mais maintenant, dans toutes sortes de problèmes médicaux, les spina bifida, entre autres, mais qu'on pense aux fibroses kystiques qui avaient une espérance de vie d'une vingtaine d'années il y a 40 ans, qui aujourd'hui vivent un âge beaucoup plus avancé, bien, ça a posé des problèmes pour les équipes du monde adulte qui avaient peu ou pas d'expérience pour s'occuper de ces problématiques-là, puis qui n'avaient pas nécessairement l'expertise. Et donc aujourd'hui, presque tous nos enfants avec des anomalies du tube neural, spina bifida dans tout son spectre, vont transiter vers le monde adulte. C'est anecdotique, nos enfants qui ont des complications suffisamment graves qu'ils ne se rendent pas à l'âge adulte. Ici, je vous ai mis, je ne le passerai pas en détail, c'est plus pour le mettre, il est en anglais, c'est tiré d'un article publié il n'y a pas encore longtemps, là, en 2021, mais vous avez un peu toutes les choses qui sont impliquées dans la transition du point de vue du patient, mais aussi du point de vue des médecins, des équipes de traitement, des familles. Puis, qu'est-ce qui rend ça difficile? En fait, de façon générale, si on regarde ça, il y a un grand lien qui se développe entre l'âge parfois avant la naissance, quand le diagnostic se pose, jusqu'à l'âge adulte. Il y a un lien important qui se crée entre les équipes, un lien de confiance entre les parents, les médecins, les thérapeutes, l'équipe autour de la clinique de spina bifida. Il y a l'urologie, mais il y a une équipe de physiatrie, orthopédie, neurochirurgie. On a des physiothérapeutes quand on a besoin. On a un pédiatre au besoin. Donc, c'est toute une équipe qui est là, qui voit les patients régulièrement, qui prend soin d'à peu près tous les aspects de la santé de ces enfants-là. Donc, ce lien de confiance-là, il est énorme au fil des années. Puis, c'est difficile de s'imaginer trouver une autre équipe avec laquelle on va développer les mêmes liens, ou en tout cas, ce ne sera pas instantané. Fait que ça rend de couper ce lien-là ou de faire ce bris-là difficile. Puis il y a aussi, comme tous, on est tous pareils, quand il y a un changement dans nos vies, peu importe la sphère de notre vie, ça génère toujours de l'anxiété. Donc, ça fait aussi partie des choses qui rendent ça parfois difficile.
Puis aussi le manque de diffusion de ce qui est disponible, de ce qui se fait, des ressources qu'on a, où aller pour lorsqu'on transite. Ça a été longtemps un peu nébuleux, puis les patients se retrouvaient où j'appelle mon hôpital, à quel hôpital je m'en vais, à quelle clinique, qui va s'occuper de moi. Fait que juste ça, c'est un challenge aussi. Puis, évidemment, ces choses-là, en plus d'être anxiogène, difficile, bien évidemment, ça prédispose les patients à des complications, dont des désordres au niveau de la santé mentale. Au niveau du système, bien évidemment, le système, quand ça a commencé à devenir évident qu'on aurait des patients pédiatriques en grand nombre qui deviendraient des adultes qu'il faudrait s'occuper, bien, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a les investissements qu'on a ou les ressources qu'on a pour tout ce qui est maladies chroniques sont encore très pauvres. On entend régulièrement parler de ces choses-là à la télévision, les soins à domicile, les ressources en dehors du système hospitalier sont pas à leur mieux. Évidemment, il y a des différences régionales d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, mais globalement, on met beaucoup de sous et de ressources dans ce qui est maladie aiguë, puis on ne met pas autant d'efforts dans ce qui est maladie plus chronique, des ordres de santé chroniques qui pourtant souvent amènent des hospitalisations puis des consommations de ressources aiguës qu'on pourrait éviter. Et donc, c'est des mentalités à changer dans notre système d'avoir des ressources pour tout ce qui est maladie chronique. Évidemment, le manque d'expertise, je l'ai touché il y a quelques instants. Il y a peu d'urologues adultes qui ont une formation avancée. Dans notre système, j'ai eu la chance de travailler avec le docteur Jolivet, qui est ma collègue au CHUM, qui est un urologue qui a une formation avec tout ce qui est vessie neurologique. Et donc, évidemment, ça inclut le spina bifida. Puis au fil des années, bien, elle travaille avec nous à Sainte-Justine, donc elle apprend à connaître les patients avant qu'ils soient rendus à l'âge adulte. Donc, entre elle et moi, ça facilite beaucoup le chemin vers la transition. Puis autrefois, même si c'est moins vrai, bien, c'était la communication entre les hôpitaux pédiatriques et les hôpitaux adultes. Dans notre système canadien, presque tout s'arrête à 18 ans, puis à 18 ans et un jour, on consulte aux adultes. Donc, ça faisait des bris de service réguliers entre les organisations. Bon, à Sainte-Justine, l'hôpital a toujours été assez libéral, fait qu'on a longtemps eu des patients de 19, 20, 21, 22 ans dont on étirait le séjour pédiatrique avec les inconvénients que ça avait pour les patients eux-mêmes, parce que c'est pas un hôpital qui est nécessairement fait pour avoir des vrais adultes avec des pathologies d'adultes. Et ça a forcé les gens à tranquillement organiser les choses pour que, avant l'âge adulte, le terrain soit prêt pour la transition puis le transfert vers les soins adultes. L'autre chose qui était problème, c'est que les enfants sont différents des adultes. Notre approche de prise en charge est beaucoup plus globale. On traite comme clinicien, on s'occupe des enfants souvent comme si c'était un peu les nôtres. Donc, on s'ajoute aux parents dans notre façon de faire, dans les considérations qu'on a. Tout l'aspect psychosocial pèse beaucoup plus lourd en pédiatrie que parfois dans le monde adulte. Puis ça a ses avantages, ses désavantages, parce que quand on a une prise en charge aussi globale et aussi intense, bien, ça bloque aussi la prise d'autonomie ou le transit vers une autonomie, vers un patient qui est capable de faire ses choses par lui-même. Puis il faut réaliser ça aussi en pédiatrie. Quels sont les problèmes que ça cause d'avoir une mauvaise transition? Bien, en fait, il y a quelques études là, qui ont clairement montré que les patients qui ne sont pas bien pris en charge ou qui sont
pour des périodes de temps pas pris en charge du tout entre deux mondes, puis qui n'ont pas eu tout de suite de complications qui les amènent à des visites, ont plus souvent des hospitalisations, plus souvent des visites récurrentes à l'urgence. Et à l'urgence, ben, on traite un problème aigu, mais on ne s'occupe pas du reste, alors que ce sont des patients qui ont des besoins de plusieurs spécialités généralement. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup plus de chirurgies qui ont lieu suite à des complications. On dit jusqu'à 56% des patients qui ont eu besoin dans la période de transition d'une chirurgie, alors que pour la plupart, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils étaient stables. Hein. Puis ces risques-là incluent des risques d'insuffisance rénale parce qu'on n'a pas bien surveillé l'arbre urinaire, perte du contrôle vésical et intestinal, les troubles liés à la fertilité, dysfonction sexuelle, puis évidemment, perte d'autonomie, puis également de l'isolement social qui fait que ça pose aussi un frais. On laisse aller les choses, on s'isole, puis on ne consulte plus quand on n'a pas les ressources pour être pris en charge. Quelles sont les solutions? En fait, il y en a, puis même si le tableau initial présente ça comme étant difficile, un peu partout, les gens s'organisent. D'une part, la vessie neurologique, la partie urologique, elle n'a pas beaucoup changé en 100 ans. Là, je vous ai mis les principes qu'on évoquait il y a une centaine d'années pour la prise en charge des problèmes vésicaux. Optimiser la vidange, diminuer les risques d'infection urinaire, protéger l'arbre urinaire supérieur, donc la fonction rénale, prévenir ces complications-là puis les traiter avant que ce soit irréversible. Ce sont tous des principes qui ont été mis de l'avant il y a une centaine d'années. Je vous ai mis la référence en bas. Si on regarde ce qu'on fait en 2022, bien, ça se ressemble beaucoup. Préserver la fonction rénale parce que c'est une des choses qui est importante à long terme, l'insuffisance rénale avec tout ce qui est problème vésical et les autres problèmes que nos patients avec des spina bifida ont. C'est une des complications qu'on veut leur éviter. La dialyse et le type de problèmes qu'ils ont ne font pas bon ménage. Améliorer la qualité de vie avec une continence socialement adéquate, puis le plus optimal. Puis exactement, cette définition-là vient en grande partie du patient. Qu'est-ce qui est une continence acceptable et socialement adéquate pour le patient? Assurer une bonne vidange vésicale et intestinale. Puis prendre en compte et s'occuper le mieux possible des problèmes liés à la fertilité. C'est des choses dont on ne s'occupait pas autrefois, la fertilité, mais de nos jours, avec une belle espérance de vie et une qualité de vie qui est belle, les patients, ce sont des choses qui se demandent, alors que c'était des situations qu'on n'abordait même pas autrefois. Aujourd'hui, la fertilité fait partie de la vie normale des personnes avec un spina bifida, puis on peut contourner beaucoup de ces problèmes-là. Donc, on aborde ça plus qu'avant. Puis évidemment, on suit de façon régulière, puis on monitore les changements. Donc, une des choses qui est importante, c'est de se faire suivre comme il faut. Mais un des messages aussi, c'est que autrefois, on disait, bon, ben, une fois qu'ils ont fini de grandir, les enfants avec des anomalies du tube neural, les choses ne changent plus. Ils sont dans une phase chronique, ça va rester comme c'est là, puis ils sont stables, il n'y aura pas de changement au long cours. La réalité, c'est que malheureusement, évidemment, on vieillit, donc avec le vieillissement, puis c'est peut-être pas complètement le vieillissement, mais les anomalies au niveau du fonctionnement de la vessie puis du tube digestif peuvent se détériorer, peuvent changer ou se transformer. Puis si on ne monitore pas ou on ne suit pas de façon régulière, on peut avoir des surprises. Puis parfois, des situations, on ne peut pas renverser la vapeur médicalement qui vont amener parfois des chirurgies. Donc, c'est une des raisons importantes pour suivre au long cours de façon adéquate les patients.
Euh, bon, le modèle du CHUM et de l'hôpital Sainte-Justine, en fait, le modèle, il a commencé quand j'ai commencé à faire de la clinique de suivi adulte il y a plusieurs années. Au début des années 2000, un de mes professeurs qui travaillait dans l'ancienne version du CHUM avant le nouvel hôpital et m'avait abordé, m'avait demandé serais-tu intéressé de faire un peu d'urologie adulte avec nous, puis de prendre en charge des patients complexes avec toutes sortes de pathologies que les gens ne savaient pas trop quoi faire, mais il y avait un besoin. Puis je ne me suis pas posé la question longtemps. J'ai dit, ben oui, ça me tente certain. Puis à cette époque-là, ben, c'était nouveau. Il y avait très peu de gens qui faisaient ça. Au Québec, au Canada, je suis un des premiers à l'avoir fait de façon systématique. Puis c'est comme ça que la clinique est apparue. Après ça, s'est ajouté ma collègue, Dr Jolivet, puis on a commencé à travailler en tandem. Puis petit à petit, on a commencé à travailler, elle à Sainte-Justine, puis moi dans le CHUM. Donc, on a des cliniques combinées. La plupart des patients spina bifida qui viennent au CHUM maintenant connaissent Dr Jolivet et moi. Puis, ils nous ont vus à Sainte-Justine avant de transiter vers le CHUM. Donc, c'est le modèle qu'on a un peu mis en place. Évidemment, il y a des endroits où il n'y a qu'un seul urologue, mais je pense que ça prend des modèles avec plus qu'un urologue. Il faut que les patients aient accès à plus qu'une personne parce qu'on n'est pas, quand il y a une seule personne, dès que cette personne-là est absente, malade ou sortir pour X raison, bien là, on se retrouve avec un système qui tombe à nouveau entre deux chaises. Qu'est-ce qu'on fait comme suivi chez les patients qui deviennent adultes? En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait chez les enfants. Notre suivi est certainement au moins annuel, parfois aux 6 mois s'il y a des changements. Puis on les voit avec un examen physique. On fait des calendriers mictionnels ou des cathétérismes, puis des calendriers d'évacuation des selles. Bilan de fonction rénale, sanguin, des électrolytes, des bilans acido-basiques. Puis encore là, ça peut être ajusté en fonction des reconstructions que les patients auront eues avant l'âge adulte. Analyse et culture d'urine au besoin. Ce n'est pas systématique parce que beaucoup de ces patients, des patients avec le vessie neurologique font des cathétérismes ou font des vidanges mécaniques, donc leurs cultures sont souvent positives. On évite de traiter leurs infections urinaires, sauf quand elles sont symptomatiques, pour ne pas se retrouver avec beaucoup de bactéries résistantes et des problèmes secondaires à ça. Puis, on fait des bilans urodynamiques. Autrefois, les gens n'en faisaient pas. Les appareils d'urodynamie ne sont pas disponibles dans tous les hôpitaux adultes. Donc, il y en a dans les hôpitaux plus universitaires à plusieurs endroits, mais on les fait annuellement ou s'il y a des changements cliniques. Par exemple, un patient qui était régulier avec ses cathétérismes, pas d'incontinence entre ses cathétérismes, commence à avoir de l'incontinence, puis après une revisite, on se rend compte que ce n'est pas une infection urinaire, puis qu'il a l'air d'avoir vraiment un changement de comportement de sa vessie. Il prend ses médicaments tels que prescrits régulièrement, donc il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. On va faire un bilan aérodynamique. Si la vessie se dégrade, bien là, on va ajuster nos traitements pour optimiser, de protéger les reins avec une vessie à haute pression et ou améliorer l'incontinence, puis retrouver une continence sociale adéquate ou acceptable pour le patient. Bon, ici, je vous ai mis des modèles où on dit un peu les critères, qu'est-ce qu'on suit, qu'est-ce qu'on surveille. C'est un peu ce que je vous ai dit en parole, c'est tiré d'articles que vous allez avoir en référence à la fin. Puis là, évidemment, beaucoup de nos patients ont des vessies qui ne sont pas reconstruites, mais plusieurs ont besoin de reconstruction ou de chirurgie. Puis quand est-ce qu'il faut y penser chez les adultes? Bien, lorsque l'incontinence reste, lorsqu'on n'arrive pas à la contrôler ou à optimiser le traitement médical, lorsqu'on a des pertes de compliance de la vessie. La compliance, ça veut dire la capacité de la vessie à se laisser remplir avec une pression qui est basse. Puis on enregistre ces pressions-là avec les études urodynamiques dont je vous ai parlé.
Une pression basse, ça veut dire une pression qui laisse les reins pousser l'urine vers la vessie sans difficulté. Si la pression de la vessie devient trop haute, la filtration rénale peut être affectée, puis c'est là où on va avoir de l'insuffisance rénale secondaire. Fait que nous, on veut une vessie qui est compliante. Si on a une perte de compliance, il faut penser à des chirurgies. Vessie à haute pression, c'est dans la même saveur, ou une détérioration. Des fois, le patient arrive, puis on a déjà une atteinte de la fonction rénale, donc il faut la protéger. Parfois, c'est le désir du patient d'avoir une reconstruction. Euh, ou des problèmes avec la vidange de vessie. On n'est pas capable de faire les cathés ou on a de la difficulté. Euh, Autrefois, on utilisait beaucoup les sondes à demeure. Les patients portaient une sonde avec un sac sur leur cuisse ou accroché à leur fauteuil. Aujourd'hui, quand on peut, on essaie de trouver une solution autre que celle-là, que c'est des avantages en chronique. Maintenant, comme on a parlé pas mal de transition, là, je vais vous parler de comment on gère un peu les troubles d'élimination des selles. Vous allez avoir la vue d'un neurologue qui voit beaucoup de patients avec des troubles au niveau de leurs selles. Essentiellement, les patients avec un spina bifida puis une vessie neurologique, il y a deux problèmes qui vont surtout survenir sur le plan clinique. C'est de l'incontinence fécale et ou de la constipation, donc une évacuation anormale des selles ou très peu ou pas d'évacuation. Puis entre pas d'évacuation puis de l'incontinence, on a tout le spectre entre les deux et parfois on peut avoir même les deux à la fois. On a des patients qui sont constipés de façon significative puis qui ont des diarrhées paradoxales, des fuites de selles pas contrôlées. Donc, on doit l'idée, c'est de les amener à avoir une continence fécale qui est acceptable socialement pour eux. Puis parfois, j'utilise que c'est le patient qui me dicte qu'est-ce que lui est sa définition d'acceptable. Hein? Ce n'est pas nécessairement moi comme clinicien, ni mes collègues. C'est souvent le patient qui va nous dire ce qu'il considère adéquat. Puis nous, on va ajuster les traitements pour amener le patient vers ce qu'il veut le plus. Bon, qu'est-ce qui fait que ces patients-là sont constipés et ou ont de l'incontinence fécale? Bien, en fait, il y a divers problèmes qui touchent les patients avec un spina. Parfois, c'est le transit intestinal qui est problématique, c'est-à-dire qui est ralenti parce que les signaux neurologiques sont anormaux la plupart du temps. Donc, les selles avancent de façon ou progressent de façon anormale dans l'intestin. Euh, Parfois, c'est un problème sensitif. Les selles arrivent au niveau de l'ampoule rectale puis du sigmoïde, mais le patient ne perçoit pas que son ampoule rectale est pleine, ne reçoit pas le signal au niveau cérébral qui lui laisse savoir qu'il devrait aller à la selle. Parfois, c'est les sphincters que le patient ne peut pas contrôler de façon volontaire. Donc, même s'il perçoit une envie d'aller à la selle ou il perçoit qu'il aurait besoin d'y aller, il est incapable de relâcher son sphincter pour laisser évacuer les selles de façon contrôlée. Puis parfois, c'est le sphincter lui-même n'a pas de tonus, puis il est grand ouvert. Donc, ça mène de l'incontinence fécale parce que là, dès qu'il y a un peu de sel dans l'ampoule rectale, ça sort en fonction de comment le patient bouge, en fonction de la pression abdominale, mais c'est d'une façon qui n'est pas contrôlée de façon volontaire par le patient. Et parfois, c'est un mélange de ces raisons-là. On peut avoir des troubles sphinctériennes avec un trouble du transit. On peut avoir beaucoup de troubles sensitifs, mais une coordination sphincter et intestin qui n'est pas si mauvaise que ça. Puis moi, comme clinicien, il faut que je m'ajuste avec le patient pour trouver la bonne recette. L'idée des selles, c'est un peu comme l'urine, hein? C'est les déchets de notre fonctionnement physiologique. Donc, il faut que ça sorte régulièrement. Combien régulier, ça peut varier, mais pour un adulte, c'est de façon journalière ou aux 2 jours. Puis, ça peut varier un tout petit peu. Parfois, un petit peu plus que 2 jours peut, dans certaines situations, être acceptable. Puis pour d'autres, il faut que ce soit tous les jours. Puis l'idée, c'est que ça se fasse de façon contrôlée. Donc, quand le patient décide qu'il évacue ses selles,
c'est le moment que lui choisit ou qui est capable de le faire. Je vous disais, assurer une vidange régulière. La fréquence peut varier un peu, mais à tous les jours ou à tous les 2 jours, c'est à peu près ce qu'on vise. Puis assurer une continence socialement acceptable. Puis c'est le patient qui me définit de socialement acceptable. Hein? Bon, comment on s'y prend? Bien, évidemment, la chose la plus importante avant tout traitement, ça reste quand même d'avoir une diète qui est assez saine, un bon apport en fibres, un bon apport liquidien. On a beaucoup de patients qui limitent les liquides. Hein? Évidemment, s'ils ont beaucoup d'incontinence urinaire, c'est tout à fait logique de boire moins puis d'avoir moins de fuite urinaire. Donc, mais en général, nous, on aime qu'ils aient des bons apports liquidiens pour diminuer les infections urinaires. Puis, s'il n'y a pas assez d'eau, il va manquer d'eau dans les selles vont être dures. C'est vrai du patient spina bifida comme de nous tous, même quand on n'a pas, on n'a pas de conditions associées. Évidemment, c'est parfois des patients moins mobiles, donc ça peut faire partie de ce qui augmente leur trouble fécaux puis la constipation. Parfois, on va ajouter des suppléments de fibres s'ils ont des bons apports liquidiens. Ça va aider à donner du volume aux selles, puis parfois être plus facile à les retenir puis à les laisser aller de façon contrôlée. Évidemment, il faut aussi avoir une routine d'élimination. Si on commence ça chez les enfants tôt, puis bon, la routine, c'est souvent au moins de s'asseoir tous les jours à une heure à peu près, pas fixe, mais à une heure régulière. Ce qu'on recommande le plus, c'est après le repas du soir à cause de l'effet d'avoir mangé sur la fonction intestinale. Ça stimule l'intestin, donc c'est un bon moment pour essayer d'aller vider l'intestin. Chez les tout petits, la stimulation périnéale ou anale va marcher bien. Les parents la prennent spontanément. Souvent, un petit massage du périnée va stimuler le rectum, puis on va avoir une contraction, puis on va avoir des selles qui s'éliminent comme ça. Il y a certains patients, même si ce n'est pas la méthode la plus fréquente utilisée, qui fonctionnent très bien avec les curages rectales. Évidemment, lorsqu'on a des limitations physiques, on ne peut pas nécessairement se les faire soi-même. En bas âge, c'est parfois les parents qui le font. Mais j'ai une grande patiente que je suis depuis 1991. Elle était toute petite quand j'ai commencé à la voir. J'étais résident. Je la suis encore aujourd'hui, qu'elle a une trentaine d'années. Puis elle a toujours fonctionné avec des curages rectales. Ça va faire 30 ans. Puis elle n'a jamais, jamais de fuite de sel. Fait qu'elle fait un curage rectal tous les jours. Elle est juste assez mobile pour les faire elle-même. Quand elle était jeune, évidemment, ses parents s'occupaient d'elle, mais de nos jours, elle le fait elle-même. Donc, ça peut très bien marcher pour certains patients. Puis, avec ça, elle n'a pas de fuite. Donc, il faut y penser comme méthode, même si ce n'est pas la plus populaire. Elle a l'avantage d'être sans complications. Il faut juste passer l'étape d'introduction des doigts puis de manipuler ses selles, mais ça marche assez bien. Après ça, on tombe dans les médications. Puis dans les médicaments ou dans le traitement pharmacologique, il y a plusieurs catégories. Il y a certains qu'on utilise plus chez les enfants, moins chez les adultes. Les laxatifs qui sont lubrifiants, on les utilise vraiment plus chez les enfants, huile minérale ou gelée d'huile minérale. Dans le commerce, on appelle Lansoil. Chez les enfants, ça marche bien. Chez les bébés en couche, ça peut marcher bien. Le seul défaut de ça, c'est que si on en prend trop, ça donne de la malabsorption puis des maux de ventre. Puis la difficulté chez les plus grands ou chez les adultes, c'est que s'essuyer ou essuyer les selles après avoir eu un passage de sel est plus difficile. Comme on enduit les selles avec de l'huile, c'est très difficile de se nettoyer les fesses après. Donc, les patients n'aiment pas ça à cause de ça parce qu'ils ils ont l'impression de rester un peu souillés quand ils sont plus grands et qu'ils prennent l'huile minérale de façon régulière.
les autres laxatifs, on tombe dans les stimulants, donc des laxatifs qui vont avoir un effet chimique sur la fonction intestinale pour faire augmenter le transit, puis stimuler le côlon à pousser les selles. Il y en a toute une panoplie. Le plus populaire de nos jours, c'est le polyéthylène glycol. Il y en a plusieurs versions dans le commerce, là. Laxodé en est une, mais il y en a plein d'autres compagnies qui font à peu près le même médicament. Puis l'idée, c'est que de tous les stimulants, c'est celui qui est à long terme le moins d'accoutumance, si on veut dire comme ça. Tous les autres créent de l'accoutumance. Donc, il faut faire attention lorsqu'on les utilise de façon chronique. Mais dans des situations où on a un intestin neurogène, comme les patients avec spina bifida, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Il faut que les selles sortent d'une façon ou d'une autre. Puis, ils vont avoir des médicaments de façon chronique parfois. Donc, ce n'est pas des patients chez qui on peut arrêter ces médicaments-là après 2-3 mois d'usage. Ils vont les prendre. Quand ça marche, la recette fonctionne bien, ils vont les prendre aussi longtemps que notre plan de traitement fonctionne. Donc, le Laxodé, c'est un de ceux qu'on utilise le plus. Il y a très peu d'effets secondaires. La difficulté, parfois, c'est d'ajuster la dose pour avoir des selles juste assez molles pour être facile à évacuer, mais de ne pas avoir des selles trop molles, puis là, on tombe en diarrhée. Ce qui, pour un patient avec des troubles sphinctériens, peut être difficile à contrôler puis amplifier son incontinence. Ce n'est pas tous les patients qui vont prendre ça. Dans les autres stimulants, on a le bisacodyl qu'on peut prendre par la bouche, mais qui vient aussi en suppositoire. Donc, ça peut être assez pratique. Le lait de magnésie qu'on utilise un petit peu moins. La glycérine peut être très pratique. Ça se donne par la bouche, mais ça marche bien en suppositoire. Ça peut être combiné à d'autres choses comme étant un stimulant au niveau du rectum. Puis ça sert aussi de lubrifiant. La glycérine, c'est un sucre. Donc, il se dissout dans l'ampoule rectale, va aider l'évacuation puis stimule un peu le rectum. L'avantage, c'est que lorsqu'on met le suppositoire, on sait que dans la demi-heure qui suit, normalement, on va avoir une selle à passer. Donc, on peut planifier de s'installer à la toilette, passer notre selle. Fait que c'est plus facile que, par exemple, le polyéthylène glycol. Ça va ramollir les selles, on va augmenter les mouvements intestinaux, mais ça ne va pas nécessairement sortir toujours au moment où le patient le désire. Le séné, qui est un extrait d'une plante qui s'appelle communément le sénocote dans le commerce, est un autre stimulant qui est très utilisé. Il a l'avantage de venir sous toutes sortes de formes, en comprimé, en gélule qu'on peut donner aux enfants, en sirop. Donc, il est très versatile. Le seul désavantage, quand on en donne beaucoup, ça peut donner des crampes, des maux de ventre. Évidemment, les patients avec un spina bifida parfois ont des sensations un peu altérées, donc ils n'ont pas toujours autant de crampes, mais ils peuvent facilement avoir des douleurs abdominales si on exagère la dose. Mais c'est très efficace quand on le donne aussi. Après ça, ben là, on peut y aller par la bouche, évidemment, avec plusieurs médicaments, mais on peut y aller par voie intrarectale. Bon, ce n'est pas facile pour tout le monde, la voie intrarectale. Pour les enfants, les parents sont souvent là, donc les manipulations peuvent se faire par les parents. Quand on est rendu adulte, ça dépend toujours de comment on est. La plupart du temps, les gens cherchent à vivre de façon indépendante. Donc, dépendant de leur niveau d'handicap, est-ce qu'ils sont en fauteuil roulant ou pas? Est-ce qu'ils sont capables de faire des manipulations? Est-ce qu'ils ont une limitation au niveau manuel? Ce n'est pas pour tout le monde parce que ça va peut-être demander qu'ils aient absolument de l'aide pour faire des approches intrarectales. Plusieurs patients à l'âge adulte ne sont pas tout à fait complètement autonomes. Ils vont vivre de façon autonome, mais avec de l'aide à la maison. Donc, ces approches-là peuvent être certainement utiles aussi.
La glycérine, je vous en ai glissé un mot. Le bisacodil, qui est aussi un stimulant qu'on peut utiliser en suppositoire, va combiner l'effet chimique du médicament plus l'effet mécanique de la stimulation rectale. Ensuite de ça, ben, on a ce qu'on a sous forme de lavement. Les lavements microlax, là, récemment, on a un petit peu de misère. Il a été discontinué. On espère que ça va revenir, mais c'est très efficace. C'est un petit volume de liquide qu'on doit introduire dans le rectum avec une petite ampoule appropriée, un peu comme les lavements Fleet, mais en plus petit volume. Les lavements Fleet, on les a à dose pédiatrique et ou adulte. Des patients vont bien répondre à ça. L'avantage des lavements, c'est qu'on choisit le moment où on les fait. Donc, on a une certaine indépendance, puis on sait quand est-ce qu'on va avoir une fuite de sel ou un mouvement intestinal. Donc, on peut s'installer à la toilette, on peut voir ça. Puis, en général, après qu'on a évacué un certain volume de sel, bien, pour beaucoup de patients, on a une bonne période sans risque d'avoir des incontinences. Évidemment, on combine souvent ces traitements-là. Parfois, on fait des lavements, mais on prend aussi un médicament par la bouche. On va prendre du polyéthylène glycol de façon régulière, puis on va se faire un lavement aux 2 jours ou un suppositoire aux 2 jours. Fait que la recette exacte va varier, puis on l'ajuste à chaque patient, parfois un peu essai-erreur, mais aussi en tenant compte de la physiopathologie du patient, de son type d'atteinte. Tous les spina bifida ne sont pas pareils. Hein? On a tout le spectre d'une malformation qui peut être plus ou moins sévère. Donc, le traitement il va s'ajuster vraiment en fonction du patient. Lorsque les médicaments par la bouche ou les lavements simples ne fonctionnent pas, bien là, on peut aller à des méthodes un peu plus avancées. Une des méthodes qui est plus utilisée de nos jours, ce sont des irrigations coliques rétrogrades. Ça veut dire qu'on introduit une canule dans le rectum. Puis actuellement, il y en a une seule sur le marché vraiment qu'on peut se procurer qui s'appelle le Péristime. La canule, une fois introduite dans le rectum, nous permet de pomper de l'eau simplement dans la portion rectale et sigmoïdienne de l'intestin, puis de diluer les selles suffisamment pour amener après ça une vidange de cette portion-là de l'intestin. Puis pour beaucoup de patients, une fois qu'ils ont fait ça, ils vont avoir une période de 24 à 36 heures sans avoir besoin de faire d'autres manœuvres pour évacuer des selles. C'est un gros avantage parce que ce n'est pas médicamenteux au sens propre, mais c'est mécanique en partie. Ça peut être fait par le patient lui-même avec un minimum d'aide. La pompe pour introduire le liquide peut être contrôlée à la main, le patient assis sur la toilette, prêt à évacuer là, après un petit temps d'effet du contact de l'eau avec les selles. Puis ça s'enseigne très bien. Chez nous, les infirmières au CHUM et à Sainte-Justine enseignent comment le faire aux patients les premières fois, puis les patients sont très satisfaits. Mais parfois, ça ne marche pas tout le temps. Pour certains patients, ce n'est pas facile. Il y a des patients, en plus, lorsqu'ils sont plus grands, ne peuvent pas manipuler facilement, donc ça peut être plus difficile de le faire. Fait qu'il y a d'autres méthodes. Lorsque le péristime ne peut pas être envisagé ou ne fonctionnera pas. Les 2 autres méthodes vraiment significatives qu'on utilise depuis maintenant plusieurs années sont ce qu'on appelle des lavements antégrades. On irrigue le côlon à partir du début du côlon jusqu'à la fin pour vider tout l'intestin. Pour le faire, il y a 2 façons. On peut utiliser ce qu'on appelle un bouton de sécostomie ou on peut utiliser une procédure de Malone ou de Monti. Les 2 sont des variantes du même principe. En fait, le Malone, on prend l'appendice qui est sur le coton, comme montré sur l'image. L'appendice est amené à la peau par une chirurgie, qui n'est pas une énorme chirurgie, c'est une petite chirurgie. Une fois qu'on branche l'appendice à la peau, pour que le patient puisse s'irriguer, il y a juste à faire un cathétérisme. Pour beaucoup des patients qui en viennent à cette méthode-là, la plupart font des cathétérismes déjà au niveau de la vessie. Donc, ils sont habitués avec la technique. Le cathéter est le même,
Puis tout ce qu'ils ont, c'est un système d'irrigation qui branche sur leur cathéter pendant environ 45 minutes. Ils laissent s'écouler un volume de liquide qui est d'autour de entre 750 millilitres à 1 litre, généralement d'eau saline. On fait une solution avec de l'eau et du sel qu'ils peuvent faire maison, qu'ils peuvent utiliser l'eau du robinet. Certains patients préfèrent utiliser de l'eau bouillie, mais ce n'est pas absolument nécessaire. L'eau du robinet est parfaitement adéquate pour ça. Puis ils s'irriguent de façon journalière, généralement le soir. Ils s'assoient à la toilette, partent leur système d'irrigation, puis dans le 3/4 d'heure qui suit, en général, ils ont vidé pas mal complètement leur intestin. L'avantage de le faire en intégrade comme ça par rapport à ce que je vous présentais juste avant, qui est le système péristime, c'est qu'on vide tout l'intestin, donc on peut être une plus longue période sans refaire une irrigation. Beaucoup de patients fonctionnent bien aux 2 jours, donc on peut le faire aux 2 jours. Le bouton de sécostomie, qui est la deuxième image, c'est la même chose, sauf que ça a l'avantage de ne pas nécessiter nécessairement une chirurgie, c'est fait en radiologie, donc c'est un petit peu moins invasif. Par contre, ça laisse un petit bouton qui est visible sur la peau, fait que certains patients aiment moins ça, tandis que nous, quand on prend l'appendice, on va la cacher soit dans le nombril si on peut, ou on fait une petite plastie de la peau, de sorte que ce n'est pas visible au niveau de la peau. Mais les 2 systèmes marchent très bien, puis c'est le même principe pour les 2, puis beaucoup de patients sont très satisfaits, puis ça peut être utilisé pour des longues périodes. Donc, puis ça peut être combiné parfois à d'autres avec la prise de médicaments. Des fois, on va mettre un lavement par l'irrigation. Il y a toutes sortes de façons de bien vider le côlon à ce moment-là. Évidemment, il arrive des points où certains patients ont des maladies plus sévères, puis leur côlon se détériore. Le côlon, c'est un grand réservoir. Hein, donc, quand on a de la constipation chronique, c'est un compacteur à déchets, le côlon, si on veut illustrer ça. Donc, il peut en accumuler beaucoup, il va s'étirer. En s'étirant, il va se gonfler puis devenir de moins en moins fonctionnel. Et parfois, bien, il reste juste le recours à des chirurgies pour soit le raccourcir, soit faire, parfois pour certains patients, une forme de stomie où on évacue les selles dans une poche, dans un sac de stomie. Mais disons que c'est vraiment une minorité de nos jours. On arrive à manager les problèmes là, la plupart du temps avec toutes les méthodes que je vous ai illustrées dans les diapos précédentes. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais au niveau des selles, du point de vue d'un urologue qui fait de l'urologie pédiatrique et adulte. En conclusion, retenir que la prise en charge d'un patient avec un SPINA, c'est pour la vie durant. Puis de nos jours, la vie durant est presque avec une espérance de vie qui s'approche d'un patient sans maladie. Puis il faut retenir que la fonction intestinale puis vésicale elle peut changer même lorsqu'on est adulte en vieillissant, puis que ça mérite de faire des bilans régulièrement, puis de se faire suivre, puis d'insister pour se faire suivre. Puis dans cette optique, la transition, c'est un moment important de l'évolution des patients avec un spina bifida. Puis évidemment, si on gère bien tout ce qui est élimination des selles, mais aussi des urines, on ne fait pas l'un sans l'autre. Hein. Vous pouvez imaginer qu'on ne voudrait pas avoir un patient incontinent urinaire, mais continent de ses selles, ou l'inverse. Le patient, lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir une qualité de vie le plus proche du normal possible. Donc, la gestion de ça est vraiment importante pour amener le patient vers la plus grande autonomie. Merci.